Vendredi 10 mars 2023, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec le pédopsychiatre et psychanalyste Rémi Puyello et le psychiatre et psychanalyste Bernard Bensidoun autour de l'ouvrage dirigé par Elsa Schmidt-Kitsikis et Rémi Puyello, Des psychanalystes racontent l'exil, publié aux éditions InPress, animé par Laura Colombo, psychologue et psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Bonjour à tous, très sensible à votre présence. On va essayer à la fois de vous présenter le livre, mais en même temps que ça nous permette d'échanger avec vous, qu'on puisse parler ensemble. Pour nous accompagner dans cette rencontre, on a demandé à Laura Colombo d'être là avec nous. Laura Colombo est psychanalyste. Elle a eu affaire avec l'exil, dans la mesure où elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans, venant d'Argentine, avec des parents qui étaient psychanalystes en Argentine et qui ont subi ce qui se passait là-bas, et qui ont eu des menaces de mort, la prison, qui ont fait du militantisme de façon clandestine. Et donc la famille donc s'est exilée. Après 21 jours de bateau, elle est arrivée en France sans avoir appris la langue française. Ils ont choisi la France parce que ils étaient finalement, comme tous les Argentins, les Argentins sont toujours d'ailleurs, et ils avaient dans leur passé une famille qui était italienne et espagnole, et ils n'ont pas choisi l'Espagne parce que c'était le moment du franquisme, et comme ils sortaient d'un pays de dictature, ils n'allaient pas se remettre dans un autre pays de dictature. Donc, ils ont fait le choix de venir en France. Donc, elle avait 6 ans, elle ne savait pas la langue. Et ils se sont adaptés, à la fois réfugiés, de façon économique aussi, avec des problèmes économiques. Je crois qu'elle a été naturalisée après, à l'âge de 16 ans. Et puis, tu es revenu en Argentine, à l'âge de 34 ans. C'est ça. Donc, tu es en plein dans le sujet. Donc, c'était pour ça que c'est important que tu sois là avec nous et que tu nous aides à bavarder ensemble. Bon, à moi de vous présenter, même si beaucoup de personnes vous connaissent déjà, en tant que psychanalyste, pédopsychiatre. Rémi, ancien membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris, membre honoraire de la CPA. Bon, beaucoup d'autres titres. Bernard également, pédopsychiatre, psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP, membre du groupe toulousain, membre de la CPA. Voilà, outre votre activité de psychanalyste en cabinet libéral, vous avez tous les deux beaucoup travaillé avec des équipes qui prenaient en charge des enfants en souffrance. Vous avez participé et dirigé des institutions de soins pour enfants. Et aujourd'hui, l'un et l'autre, vous transmettez la psychanalyse, vous transmettez et vous écrivez. Voilà pour ce qui est de votre identité de psychanalyste et surtout de psychanalyste d'enfants. Alors j'insiste un peu sur cet aspect de votre travail auprès d'enfants, parce qu'il me semble que ce livre, qui parle de l'exil, dans son sens le plus large, parle aussi avant tout de l'exil de l'enfance. Voilà, et dans cet exercice, cette expérience, vous parlez cette fois de votre propre enfance et acceptez d'en partager quelque chose avec nous. Alors les psychanalystes ont l'habitude d'écrire des articles, des cas cliniques, mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'ils le fassent à propos de leur propre histoire. Psychanalyste donc et exilé. Vous avez tous les deux quitté votre pays natal dans l'enfance.
autour de l'âge de la latence. Alors, le Burkina Faso, pour toi, Rémi, à l'âge de 12 ans, et l'Algérie, pour toi, Bernard, au moment de la guerre, et tu avais 7 ans. Alors, dans ce livre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu le feuilleter un peu, 3 femmes et 3 hommes, psychanalystes et écrivains, ont témoigné dans ce livre de l'expérience intime de l'exil. Alors certains sont nés en Europe, d'autres sur d'autres continents. Ils ont quitté leur pays à des âges un peu différents, mais 4 d'entre eux dans l'enfance et 2 seulement jeunes adultes. Alors ça pose aussi la question du choix, ces questions-là qui sont assez compliquées. Alors on est frappé tout de suite à la lecture par l'authenticité de ces récits d'exil. On est touché par le partage de l'histoire, de leur histoire, de leurs douleurs, de leurs blessures d'enfant, mais pas seulement, aussi par le ressort de vie, les possibles nouveaux investissements. Alors parfois grâce à la psychanalyse, peut-être pas toujours. Et on est touché par la force vitale qui leur a permis d'effectuer, chacun à sa manière, le travail d'exil. Ce livre est aussi l'occasion, me semble-t-il, d'une réflexion approfondie, personnelle, mais aussi théorico-clinique sur le travail d'exil, ce que permet d'ailleurs peut-être votre qualité d'analyste. Alors ces récits très singuliers, par leur style et leur contenu, traversent pourtant, me semble-t-il, des questions communes que l'on pourra aborder tout à l'heure. Alors les séparations, les deuils, la perte d'un pays, la perte d'une langue, la perte des repères. Mais il est aussi question beaucoup de nostalgie, du désir et de l'espoir d'un retour, des bouleversements identitaires que suppose l'exil, mais aussi de l'adaptation, l'assimilation. Et beaucoup, dans tous les textes, on retrouve cette importance pour le perceptif lié au souvenir et à la mémoire, et les expériences précoces qui sont réactivées par la sensorialité, les goûts, les odeurs, les couleurs, tout un tas de choses comme ça. Mais on reviendra sur ces questions. Alors, je voulais présenter un petit peu vos textes respectifs. Alors, toi, Rémi, tu as choisi de raconter ton exil à partir d'un retour. Tu reviens à l'âge de 60 ans au pays que tu as quitté enfant pour aller étudier en France. Cette partie de ton récit raconte une rencontre, celle d'avec un chef de village, mais peut-être surtout avec ton histoire. Et ça se présente, c'est assez étonnant, comme une surprise, presque comme une découverte de quelque chose qui était déjà là, depuis toujours, des traces amnésiques enfouies, mais jamais perdues. Cette rencontre réouvre alors la possibilité pour toi d'une nouvelle élaboration de ton histoire, une autre peut-être énième réélaboration. Il s'agit donc de retrouvailles avec l'enfance, avec l'éprouvé d'une familiarité avec cet environnement premier, et ce à travers des sensations corporelles, un bain sensoriel, la chaleur, les odeurs agréables et désagréables. Certaines choses sont là, d'emblée, d'autres, malgré tes efforts, ne se laissent pas retrouver. Ce voyage au Burkina Faso est en lien avec ton travail de psychanalyste, puisque tu acceptes la proposition qui t'est faite à ce moment de ta vie d'aller aider l'équipe d'un centre éducatif renforcé qui s'occupe d'adolescents de la région parisienne, des adolescents en difficulté psychosociale et qui sont accueillis dans ce village au Burkina. Alors, lorsque le chef du village te demande de te présenter, tu ne dis pas, par exemple, je suis psychanalyste, je suis français, je travaille à Toulouse. Non, tu dis d'emblée, je suis né en Afrique. Et tu confies à ta grande surprise des événements très intimes de ton enfance. Il te questionne alors sur tes liens avec les personnes qui t'ont nourri dans les tout premiers temps de vie, une nourrice africaine et un frère de lait,
et cela va semer un profond trouble en toi. Peut-être un vacillement identitaire passager, tu nous le diras, et ça ouvre pour toi une nouvelle version, donc comme je le disais tout à l'heure, de ton histoire, et qui te permet alors de trouver, d'occuper une place nouvelle. Ni noir ni blanc, dis-tu, et mieux peut-être on pourrait dire et noir et blanc. Ce métissage identitaire qui attirera à toi, à ce moment-là, de ton voyage, non seulement les adolescents que tu es venu aider, mais aussi, si j'ai bien compris, des villageois qui viendront te raconter spontanément leurs rêves de la nuit et leurs douleurs de vie. Alors on pourrait peut-être dire et noir, et blanc, et psychanalyste. À 12 ans, tu as quitté l'Afrique. Tu as quitté aussi tes parents et ton environnement sécurisant pour aller étudier en France, accueilli par tes grands-parents. Ce départ, vécu dans l'incompréhension, la décision prise par les adultes, te sera énigmatique malgré les explications qui te sont données. Tu nous racontes ensuite l'apprentissage de l'écriture d'une langue que tu connais déjà, parlée par tes parents, l'assimilation, l'intégration, le sentiment de solitude et d'étrangeté qui a pu aller jusqu'au vécu d'exclusion. Alors, comme un petit Mowgli, auquel tu fais référence dans ton texte, Mowgli, ni homme ni loup, sans communauté qui le reconnaisse comme l'un des siens, et peut-être le ni noir ni blanc du chef de village en est peut-être l'écho plus tardif. On sent dans ton texte, très poétique, que la place de l'écriture est centrale pour toi, qu'elle soit psychanalytique ou privée. Alors, est-ce que, parce qu'elle te permet de lier les événements, les vécus, les éprouver, peut-être tu pourras nous en dire davantage tout à l'heure. Il y a donc une place pour l'écriture, mais aussi pour une place pour la psychanalyse. Quel lien entre les deux? Quel lien entre psychanalyse et exil, comme dans le titre de l'ouvrage? Alors tu nous diras que pour ta part, la psychanalyse t'a permis de dramatiser et scénariser ta vie. Et je sais que les lieux, la topographie, les espaces psychiques sont un domaine de réflexion très actuel et très riche pour ton travail d'analyste aujourd'hui. Et tu as intitulé le titre de ton texte « Une cartographie du moi ». Alors peut-être là aussi tu pourras nous en dire davantage. Je continue avec le texte de Bernard. Pour toi, Bernard, c'est l'histoire d'une perte et d'impossibles retrouvailles, celle d'avec l'enfance perdue. Tu quittes l'Algérie après des années de guerre, tu as 7 ans, et tu ne sais pas vraiment que tu quittes ton pays natal. Il n'y aura pas d'explication donnée à ce départ, décidé dans l'urgence. Là aussi, comme pour Rémi, tu es confronté à un moment énigmatique. Ce non-sens est déjà un exil, nous dis-tu, un exil du sens et un exil de la langue de l'enfance. Il y a dans ton texte l'idée que l'exil se présente, alors c'est l'image qui m'est venue, un peu comme une poupée russe, c'est-à-dire qu'un exil en cache toujours un autre, qu'il réactive un exil antérieur, comme ça pourrait être la naissance d'un puiné, un déménagement ou une mère endeuillée. Comme à ton habitude, tu nous fais partager les émotions de l'enfance, les jeux et les perceptions sensorielles qui prennent une large part dans ton récit. Les goûts, les couleurs, les odeurs, qui seront peut-être la voie régressive par laquelle des retrouvailles sont toutefois possibles. Et ça, on le retrouve aussi beaucoup dans le texte de Rémi et dans d'autres textes aussi de l'ouvrage. Donc on se laisse aller avec toi dans ton récit du temps merveilleux de l'enfance, teinté de toute puissance infantile, d'idéalisation où rien ne peut arriver de mal, de véritablement douloureux. Mais une inquiétante étrangeté précède dans ton histoire la fracture de l'exil à venir. La chaleur, la douceur, l'immortalité et l'invincibilité de l'enfance sont brutalement balayées par la froideur métallique d'un tank garé devant la maison, l'angoisse perceptible chez les adultes,
le silence qui remplace les rires, et un premier exil, comme tu le dis, celui du sens. Peu de temps après ce départ, l'assassinat de ton grand-père resté en Algérie vient redoubler la douleur de la séparation d'avec ton pays et la douceur de l'enfance. Tu décris assez précisément le travail de réorganisation psychique que nécessite l'adaptation et l'intégration et l'investissement de nouveaux objets, mais aussi la négation d'une partie de soi que ce travail d'assimilation impose en effaçant, ou en te conduisant à effacer tes propres différences pour te fondre dans la masse, pour être accepté. Alors c'est un mécanisme que les psychanalystes connaissent, décrit par Winnicott sous le terme d'identification à l'agresseur. Alors je me suis posé la question si ce mécanisme est inhérent au travail d'exil, si on peut l'éviter, est-ce que certains y parviennent? Peut-être est-ce que ça dépend aussi de l'âge auquel survient l'exil? Et peut-être est-ce que tu serais d'accord pour dire que l'adaptation est une manière de nier la perte? En tout cas, en ce qui te concerne, un principe et un livre sont venus à ton secours pour t'aider dans ce travail si difficile. Le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et l'histoire du magicien d'Oz. L'adaptation est liée à l'idée de transformation. Est-ce que ce principe s'est présenté à toi comme un principe de survie, ne rien perdre, se souvenir de tout, une mémoire d'éléphant, dis-tu? Mais alors, quel est le but de ce déni de la perte? À quoi sert-il? Une autre voie possible est possible, plutôt que de nier la perte, et c'est celle de pouvoir la figurer. Et le magicien d'Oz a pu peut-être t'apporter des solutions pour retrouver, pour revenir et ne pas perdre complètement, c'est-à-dire qu'il t'a permis de fabriquer des représentations. La lecture et le savoir, alors, comme mécanisme de survie, pour apaiser le sentiment de solitude, le pouvoir réparateur laissera plus tard leur pouvoir réparateur laissera plus tard pour toi la place à une analyse pour retrouver la partie niée, exilée, que le travail d'adaptation avait produit. Alors la rencontre avec la psychanalyse pour réparer, pour se soigner soi-même et soigner l'enfant que l'on a été, et ce en soignant d'autres enfants, et d'écouter les douleurs d'enfance des adultes. Alors soit il y a déjà des questions auxquelles vous voulez répondre, ou sinon je peux vous en poser d'autres si vous voulez. Déjà, moi ce qui m'intéressait d'emblée, c'était le lien que l'on trouve dans le texte entre quel pont relie finalement l'exil et la psychanalyse. On pourrait commencer par là. Moi, je préférerais finir par là. Finir par là. Je voudrais reprendre un peu certaines choses que tu as proposées. Alors, ce qui me paraît important, c'est la question du retour. Quand on a quitté un pays, enfant, et qu'on revient dans ce pays, donc la question du retour et de la nostalgie. La nostalgie fait que on a inventé tout un temps. Moi, pendant 50 ans, j'ai inventé l'Afrique. Et puis j'ai retrouvé l'Afrique, mais je n'ai pas retrouvé l'Afrique. Et donc le problème de la perte est important, mais en même temps, le fait de se retrouver dans le paysage, parce que ce que j'ai appris finalement en travaillant ces questions-là, j'ai appris que finalement notre vie, c'était pas une histoire uniquement de papa et de maman, et que l'environnement jouait un rôle fondamental. Les espaces et toutes les choses primaires finalement. Sentir, voir, entendre, goûter, toucher, qui sont des choses qui sont, me semble-t-il, dramatisées quand on voit des jeunes enfants qui arrivent actuellement exilés. Mais ce que nous avons vécu, nous aussi,
et que j'ai revécu en revenant en Afrique à l'âge de 60 ans. Et puis l'autre rencontre, c'est une rencontre de psychodrame. Psychodrame. Je crois que c'est des choses qui n'auraient pas pu être travaillées en analyse et qui nécessitaient une mise en scène, une scénographie qui était la scénographie d'être dans un village agricole perdu et d'avoir affaire à un chef de village aveugle qui a commencé à me toucher pour me reconnaître, qui m'a tout de suite appelé le vieux parce qu'on lui a dit que j'avais les cheveux blancs déjà à l'époque. Et à partir de là, il m'a posé la question, qui est une question que je ne m'attendais pas. Il m'a dit, mais qu'est devenu ton frère de lait et ta seconde mère? En quoi tu ne leur as pas fait honneur, puisqu'ils t'ont sauvé? Et en effet, cette mère seconde que j'ai eue m'a sauvé, puisqu'elle m'a allaité pendant 6 mois avec son fils, dans la mesure où ma mère était dans l'incapacité à cette époque-là de le faire. Donc là, il y a tout d'un coup une scénographie qui met en place quelque chose où tout d'un coup je me sens présent. Je me sens à la fois bien, présent, mais aussi très mal, dans la mesure où je me sens coupable, et où je me rends compte qu'en Afrique, à 60 ans, on est mort, et que cette femme qui m'a allaité, elle était morte, et que certainement mon frère de lait était lui aussi mort. Et puis, alors, après, je me suis posé une autre question que tu n'as pas abordée dans ce que tu nous as proposé, c'est la question des langues. Actuellement, j'ai beaucoup retravaillé la question des langues à partir de ce texte. C'est-à-dire, je me suis posé qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle. La langue maternelle, pour moi, je crois que c'est les langues qui ont pris soin du bébé. Et qui fait que la langue maternelle, pour moi, c'est à la fois la langue de ma mère, mais aussi c'est la langue de cette femme. Cette femme, et quand je suis revenu en Afrique, j'ai voulu apprendre un peu le dioula en Burkina Faso. Et c'était le chauffeur que j'avais qui, tous les matins, me donnait une leçon de dioula. Il me disait, pas plus de 2 mots par jour, parce que sinon tu vas oublier. Et puis un jour, je me suis trouvé alors à nouveau, dans un moment extrêmement difficile, où j'ai vu surgir dans ma tête des sons qui n'avaient pas de rapport avec le français et pas de rapport avec le dioula. Et ces sons m'ont poursuivi beaucoup parce que j'ai imaginé, à tort ou à raison, à cette époque-là, que c'était des sons extrêmement primaires de la langue des forêts, de la langue équatoriale, puisque j'étais né au Congo. Et j'ai vérifié avec Alina après, et sur les réseaux sociaux, et en effet, ces sons correspondent à une façon gutturale et un peu cruelle des dialectes que j'avais appris, puisque quand je suis arrivé en France, j'ai tout oublié. Je parlais couramment les dialectes locaux, burkinabés et au Congo, et j'ai oublié totalement ces langues. Et la question de la langue s'est reposée pour moi, puisque arrivé en France, je n'étais jamais allé à l'école, donc je crois que l'univers scolaire est la meilleure et la pire des choses à la fois, mais c'est une nécessité pour celui qui est en exil, parce que c'est quand même l'endroit où on va faire son chemin, avec un sentiment d'enfance partagé. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais une autre particularité, c'était que j'avais des grands-parents d'origine espagnole. Et que là, on m'a dit, les enfants à l'école m'ont dit, tu es un sale espagnol, tu viens manger le pain des Français. Alors là, je ne comprenais rien. Parce que dans l'exil, pour l'enfant, il ne comprend pas. Et il ne peut pas se permettre non plus de poser un certain nombre de questions. Donc c'est... Et alors, le côté de l'espagnol a été redoublé puisque je rentrais brutalement à l'école en 6e, où mon père nous fait dire par une lettre, puisqu'à l'époque c'était comme ça qu'on communiquait, il n'y avait pas les Zooms, il n'y avait pas tout ça, qu'il ne souhaite pas que j'apprenne la langue espagnole en première langue, mais l'anglais.
Et moi, je voulais apprendre l'espagnol. Et il dit, dans la lettre, je me souviens très bien de cette lettre, que quand on est d'origine espagnole, il faut être encore plus français qu'un Français. Donc il y a une injonction linguistique comme fait. Donc, si vous voulez, il y a à la fois le problème de l'adaptation. Alors, je rebondis sur le problème de l'adaptation. Plus on cherche à s'adapter, plus on s'appauvrit en pensée. Les processus de pensée s'appauvrissent par rapport à l'adaptation. Et en même temps, on a adaptation. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive à soumission. Parce que la soumission, c'est à ce moment-là la désubjectivation. C'est-à-dire qu'on est copie conforme du bon petit français, ce que j'ai été. Hein, bon petit français gentil, hein, pendant longtemps. Hein. Mais la soumission, ça a un temps. Hein. Des fois, c'est toute la vie. Et des fois, il faut qu'il y ait un certain moment, il puisse y avoir une certaine révolte et qu'on revendique. Donc le problème de l'adaptation, qui n'est pas la maturation, me semble tout à fait une nécessité pour faire partie du groupe, mais en même temps un danger. Alors peut-être j'en resterai là, j'ai déjà été long là un peu. Qui fait qu'au niveau des langues, ça a donné le résultat que j'ai été en grande difficulté pour apprendre l'anglais, en grave difficulté pour apprendre l'espagnol, et que je me suis beaucoup accroché au français. Et en même temps, j'ai découvert, mais très tard dans la vie, que j'avais une dyslexie, dysorthographie. Mais c'était trop tard pour la soigner. Je l'ai soignée différemment. Voilà. Ça marche. Oui. Bon, alors, je suis un petit peu perdu là parce que je sais pas si je réponds à tes questions, Laura, ou si je prolonge. La première idée qui m'est venue à l'esprit, pardon, la première idée qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant, Rémi, déjà ça m'avait travaillé il y a quelque temps et je l'ai écrit dans le texte à la fin. C'est que quand même, mais ça on reviendra à la fin peut-être sur la question de la psychanalyse, on aurait pu demander un texte à Freud. C'est quand même pas très malin de faire un livre pareil, alors que Freud, quand même, est un enfant exilé à l'âge de 4 ans. Et je m'étais jamais posé la question en ces termes-là, c'est-à-dire le rapport de la théorie psychanalytique produite par Freud par rapport à cette histoire d'exil, ou par rapport à cet exil d'enfance, qui est quand même, pour beaucoup, une théorie qui est fondée d'abord sur la question de la perte, tout centré sur ça. Donc, bon, ça serait... Et on sait bien, je l'ai vaguement évoqué, mais on sait bien que ressurgit à plusieurs reprises dans l'histoire de Freud tout un tas de souvenirs, soit sous la forme nostalgique, soit sous une forme un petit peu compliquée. Je pense au souvenir écran, comme ça, qui arrive beaucoup plus tard. La découverte quand même de quelque chose de son histoire infantile qui se cache sous le souvenir écran. Et ça, un peu plus tard dans sa vie. Donc, au fond, la théorie psychanalytique, je dirais, c'est peut-être bien quand même une théorie de l'exil. Ou en tout cas, elle doit peut-être quelque chose aussi à la question de l'exil. Et aussi, évidemment, à l'exil de la langue. Alors là, il y avait un livre qui s'appelait « Quand Freud voit la mer », d'un type qui s'appelle Goldschmidt et qui raconte un petit peu comment les choses peuvent se passer dans la langue allemande et la langue de Bohème-Moravie qui n'était pas tout à fait celle que Freud avait pratiquée dans sa petite enfance. Bon, mais ça, c'est une réflexion peut-être d'ouverture. La seconde chose, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais rajouté une tranche d'analyse en écrivant ce texte-là. Et ce qui me paraît très curieux, c'est que je puisse parler de moi. Alors, Sanzana le dit aussi dans son texte, c'est-à-dire qu'il dit il y a lui et il y a moi. Et lui, c'est le petit garçon que j'étais, avec ses angoisses, etc., etc. Et
c'est plus moi tout d'un coup. Mais alors, est-ce qu'effectivement, c'est encore une sorte de déni ou ce clivage nécessaire à la survie qui est encore en train d'opérer, qui fait que j'ai pu me débrouiller pour écrire, moi, psychanalyste, d'active, je dirais encore, étaler un morceau de ma vie comme ça, infantile, à des gens qui me connaissent ou des choses comme ça. Et en même temps, très curieusement, il y a quelque chose qui est que cette chose-là, celui-là, ben c'est presque un patient. Et ma scénographie à moi, ça a été effectivement d'écrire et d'être l'observateur de ce petit garçon-là qui était en consultation dans mon bureau avec le docteur Ben Sidoun. Voilà. Et qui lui racontait son histoire et ses angoisses, etc., etc. Donc j'ai dû me débrouiller sans doute avec ça pour arriver à écrire, en tout cas, et pour arriver à me dégager de cette difficulté à laquelle me confrontait ce travail d'écriture. Alors la question de la langue, on en avait parlé quand on a réfléchi, effectivement. Alors moi, je suis passé de la même langue à la même langue. Mais ce n'était pas du tout la même langue. Parce que de toute façon, sur la langue, quand même, d'abord, moi j'avais entendu tout un tas de langues bizarres dans mon enfance en Algérie. Bien sûr l'arabe, bien sûr l'espagnol, bien sûr une langue mystérieuse dont j'ai compris 40 ou 50 ans après que c'était un ladino, c'est-à-dire la langue que parlaient les juifs de l'Andalousie, qui était parlée par ma grand-mère paternelle, dont personne ne savait même elle-même, je crois, ne savait pas qu'elle parlait un ladino. Mais bon, quand je posais la question à mon père, mais qu'est-ce qu'elle parle? Parce qu'on comprenait bien que cette langue avait un caractère assez sacré. Elle la parlait dans des grandes occasions, dans les moments de séparation, où elle faisait tout un tas de gestes curieux. Elle faisait, nous, dans la famille, on rigolait, on attendait le verre d'eau, elle faisait le verre d'eau, on appelait ça. Alors elle mettait, quand on se séparait, elle jetait un verre d'eau par terre, et moi je l'ai vu faire ça jusqu'à presque sa mort. Elle est morte à 98 ans. Donc elle se penchait, elle trempait la main dans l'eau, donc elle jetait le verre d'eau par terre, elle trempait la main dans l'eau et elle mettait la main sur le mur. Et là, il fallait partir sans se retourner. Tout était réglé et on pouvait partir, on était protégé, bien sûr, etc. Ça, la main peut-être a manqué quand on est parti d'Algérie. Au moment où on est parti, je ne sais pas comment la main a été mise. Bon, on s'est débrouillé pour traverser la Méditerranée comme on a pu. Mais ce qui avait de curieux, effectivement, c'était cette langue. Alors je me souviens parce qu'avec ma soeur, on rigolait parce que cette langue, quand on la voyait, elle nous sortait ces trucs-là bizarres. Il y avait des sons très curieux. Et puis ensuite, on a été séparés par la distance. Elle vivait à Paris, nous on était à Toulouse. Mais cette langue ouvrait les conversations téléphoniques tous les dimanches parce qu'il fallait lui parler le dimanche et fermait les conversations téléphoniques. Et on attendait ce moment-là avec ma sœur, selon celui qui parlait et l'autre qui était à l'écouteur, et on se tordait de rire en entendant cette langue, mais qui était une langue très très énigmatique. On ne comprenait pas trop. Alors, de temps en temps, on se jetait quelques sons comme ça. Alors, on ne comprenait pas la langue, mais il restait les sons. Et les sons, comme le son de l'arabe, où, très curieusement, moi, j'avais ces sons. Alors, bizarrement, ensuite, je me suis retrouvé pour des raisons. Alors, tu vois, c'est curieux. Toi, c'était l'espagnol. Et moi, alors que, bon, j'avais appris l'anglais en première langue, le latin, parce que, aussi pour des raisons d'Algérie, bizarrement. Les Latins, les Romains sont allés en Algérie, hein, quand même, il ne faut pas oublier. Mais surtout, ma mère avait quitté le collège, elle avait été mise à la porte du collège puisqu'elle était d'origine juive au moment donc au moment où elle apprenait le latin. Donc le latin, c'était quelque chose de très très important, de reprendre le latin et d'apprendre le latin jusqu'à la terminale. Donc j'en ai bouffé du latin. Et avec mon père, bon, il y avait l'anglais, parce que les Américains étaient passés par l'Algérie. Et la deuxième langue, c'était quoi? Le russe. Alors le russe, qu'est-ce que j'en avais à faire? Qu'est-ce que j'en ai eu à faire dans ma vie? Rien du tout. J'en ai rien fait du russe. Mais pour mes parents, tout d'un coup, le russe, ça avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'important. C'était une langue, il fallait s'approprier des langues absolument extraordinaires. Et ce qui était très curieux, c'est que j'entendais le russe
j'entendais. Et encore, je suis très étonné, là, il y a une secrétaire dans un service où je vais, pas plus tard que ce matin encore, où j'arrive, et alors à chaque fois que je la vois, moi qui crois avoir oublié cette langue, qui me dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 6 ans de russe à... Pourquoi faire? Bon, peut-être que si Poutine arrive jusqu'à Toulouse, on verra. Je pourrais peut-être m'en servir, enfin en espérant. En tout cas, le russe, j'arrive et puis je lui dis Vitier douillet. Et alors bon, elle me dit, alors elle me répond effectivement, Vitier douillet, le vent souffle. Bon. Et alors il y a cette espèce de bruit de la langue qui reste dans mes oreilles et j'entends les langues sans rien comprendre, ni l'arabe, encore moins le ladino, l'anglais oui bien sûr, et le russe comme ça, j'entends tout d'un coup des mots. Et ça, je crois que la musique de la langue, la prosodie, ça me vient de mon enfance aussi et de la traversée de la Méditerranée. Et puis, avec la langue, il y avait quand même la question de l'accent. Et ça, même si c'était du français, j'avais la hantise d'avoir l'accent pied noir, et on me le renvoyait que j'avais l'accent pied noir régulièrement, et on se moquait de moi en s'emparant de l'accent, et en se mettant à me parler, ça c'était quelque chose qui était quelque chose d'insupportable pour moi. Effectivement, on me renvoyait à mes origines algériennes en imitant mon accent pied noir que je devais avoir, avec des tournures, avec des mots aussi, par exemple purée. Alors ça, c'était ici, c'est putain, et les gens d'Algérie disaient très souvent purée. Et ce mot-là, moi, je l'entendais. Ça venait ponctuer les phrases comme ça. Voilà. Voilà, la purée de ta mère. C'était quelque chose qui était. Voilà, donc c'était. Non? Non, non, c'était une idée prestigieuse de mon père qui un jour, comme ça, je me souviens, j'étais en voiture à côté de lui, j'étais encore à l'école primaire, et on passe devant le lycée Bellevue, donc lycée Bellevue et Paul Sabatier. Et il me dit, tu iras là, à Bellevue, et après tu iras là, à Paul Sabatier. Il avait tracé le chemin. Et il me disait, et tu apprendras l'anglais, et puis le russe, alors parce que c'était les langues de l'avenir. Et puis De Gaulle, au moment où j'ai appris le russe, De Gaulle était allé sur la place rouge dire à Brejnev, vive la grande Russie, ce qui avait presque fait sourire Brejnev, semble-t-il. Vive la grande Russie, il était allé dire. Et donc c'est à ce moment-là que les classes de russe ont commencé, comme les classes de chinois. Mais je crois qu'il voulait que je fasse des choses difficiles. C'était ça qui était... Parce que la même année où j'ai commencé le russe, j'ai appris l'hébreu aussi. Parce qu'il fallait être un bon juif. Donc il fallait que je rattrape le retard donc pour avoir mon diplôme. Donc j'ai appris le russe et l'anglais dans la même année. En quatrième, j'ai commencé à faire ce mélange. Voilà, donc ça c'est un truc assez bizarre. Et ça, il me semble que ça vient de là. Je crois sans doute cette manière de s'approprier la langue des autres, comme ça. Et alors effectivement, au risque de laisser tomber ma langue à moi et ma langue intime. Alors ça me frappe beaucoup. Et j'ai compris avec mon analyse, tout d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, de pourquoi ma grand-mère parlait cette langue qui était à la fois de l'espagnol, de l'hébreu et de l'arabe. Alors mon père, je disais, et pourquoi elle parle espagnol? Oh, ben, elle avait des voisins espagnols, d'accord. Et l'arabe, oui, ben, tout le monde parlait l'arabe en Algérie, d'accord. Et puis là, ce truc-là, oui, ça c'est un peu de l'hébreu, ben oui, ils sont d'origine juive, donc ils parlent. En fait, personne n'avait fait le lien sur le fait que elle parlait un ladino et que cette langue-là s'était transmise donc depuis l'Espagne des Omeyyades jusqu'à elle sans le savoir. Elle parlait cette langue. Voilà. Bon, alors ça c'est quelque chose d'important, moi il me semble, et je pense qu'il y a eu une volonté de ma part en tout cas d'apprendre une autre langue qui pour moi était le français et qui, au fond, d'apprivoiser la langue avec quelque chose. Alors, je disais la prosodie, quelque chose qui est encore une énigme que j'ai pas tout à fait compris. Tout le monde me dit ah tu racontes la psychanalyse, tu ne sais pas, tu es un conteur de la psychanalyse. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Alors c'est vrai, sans doute, je crois que je raconte la psychanalyse, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais que ma grand-mère m'a raconté beaucoup de contes. Il y a le magicien d'Oz, mais je crois aussi qu'il y a quelque chose qui m'échappe un peu dans
cette espèce de capacité narrative qui est probablement une manière que j'ai eue de survivre dans la traversée de la Méditerranée, certainement. Voilà, pour ça, c'était ce que je voulais dire sur la question de la langue. Et puis, et de la narrativité. Alors, oui, certainement, oui, non, peut-être je le dirai après. Donc, ça fait peut-être partie, s'approprier la langue. Alors, je crois que ça, c'est aussi une histoire juive en plus. S'approprier la langue de l'autre, c'est quand même peut-être pris dans quelque chose qui peut ressembler à un mécanisme d'adaptation, de survie et d'identification à l'agresseur. Parler la langue de l'autre, quand même. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Y compris, je dirais, le fait d'assumer ma judéité, très compliqué, puisque en plus, je dirais même par rapport au judaïsme, j'ai une forme d'exil puisque je ne suis pas croyant. Mais je suis très intéressé par la question du judaïsme, sans être croyant. C'est aussi... Voilà, alors, donc ça paraît loin de l'exil de l'enfance, et pourtant, je dirais, c'est un petit peu ce qui a sédimenté dans cette traversée de la Méditerranée. Alors après, effectivement, il y a le pouvoir, certainement, Le Magicien d'Oz, comme tu l'as dit, Laura, ce livre que ma mère m'a mis dans les mains au moment de la mort, je dis toujours la mort encore, de mon grand-père, et certainement où j'ai trouvé le remède, sans doute avec les mots, pour faire face à un certain nombre de situations. Et Le Magicien d'Oz, c'était un remède aux angoisses et aux angoisses de perte, puisque quand même, la petite Dora, elle perd son pays, mais elle le retrouve à la fin. Donc peut-être que l'investissement des contes, c'est aussi quelque chose qui est de cet ordre-là, ce que les contes nous proposent comme solution pour nous, les humains et les petits humains, pour les enfants, comment, grâce aux contes, on peut arriver à se raconter notre histoire. La dernière chose que je dirais, je suis long là, non, je crois. Je suis long. C'est la question de retourner en Algérie. Alors, Laura, tu me l'as posé 36 fois, cette question, et on me l'a souvent posée. Alors, toi, tu y es retourné, et moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas y retourner. Alors, tout le monde peut penser, alors ça pourrait être... bon, il y avait un moment où ça aurait pu se faire, il y avait les groupements islamistes armés, c'était un peu inquiétant ou quoi, mais c'était pas du tout ça. C'est que je veux garder quelque chose. Je sais ce que tu dis, c'est qu'au fond, je sais que je ne retrouverai pas ce que j'ai dans la tête. Et j'ai une peur terrible. Alors quand je raconte l'histoire du Magicien d'Oz, du livre, au début, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que je sais que je ne retrouverai pas la petite maison, le petit berceau parfumé dans lequel j'ai grandi. Ça, je sais. Quoi qu'il arrive, elle n'y est plus, cette maison. Quoi qu'il y arrive, le décor de mon enfance n'y est pas. Mais par contre, je crains, je n'ai pas encore de réponse à ça, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir garder ces choses-là que j'ai dans ma tête intactes si je les mets à l'épreuve de la réalité de l'Algérie. Et ce qui s'est passé avec Le Magicien d'Oz, c'est que je me suis trimballé ce livre partout où j'allais sans savoir pourquoi. Et puis un jour, je l'ai perdu. Et puis, bon, par la magie de l'Internet, sur des sites, on retrouve tout un tas de livres bizarroïdes, et je l'ai retrouvé. Et alors, il avait une odeur extraordinaire, ce livre. Quand j'étais gosse, il avait une odeur merveilleuse. J'ai un autre livre de cette collection, et je mettais le nez au milieu du livre. J'ai toujours fait comme ça. Avant de lire les livres, je les sens. Toujours, je les ouvre et je les sens. Il y en a qui sentent bon, il y en a qui sentent pas bon. Il y en a qui ont des odeurs particulières. Et parfois, on sait que tel livre, il sent ça, ou celui-là, il sent comme ça. Et puis, donc, quand j'ai reçu, grâce à Monsieur Internet, j'ai reçu Le Magicien d'Oz, j'avais retrouvé ce livre 20 ans ou 25 ans après, ou 30 ans après, je retrouve ce livre, je l'ouvre et il sent le moisi. Et je l'ai rangé dans un coin de la bibliothèque, je sais que je l'ai, je ne veux plus l'ouvrir. Et je me suis dit, mais est-ce que j'arrive encore à retrouver cette odeur que j'ai perdue ? Voilà. Donc ça, c'est une piste, à mon avis, peut-être qui peut éclairer le fait que j'ai décidé comme ça, théoriquement, de ne pas retourner en Algérie, pour des raisons théoriques. Et pour toi, ça s'est passé comment ?
moi, c'est un peu difficile de répondre comme ça. Vous avez travaillé vous avez écrit là-dessus. Moi, j'ai été un peu contrainte de refaire un travail là, du fait de vouloir participer ce soir et vous présenter, hein, parce que comme vous l'avez dit, nouvelle tranche d'analyse, enfin, ça fait remonter quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, moi je ne sais pas si j'ai oublié ma langue, mais je ne l'ai pas parlé pendant très très longtemps. Alors que chez moi, mes parents parlaient espagnol entre eux, avec leurs enfants, avec mon frère et moi. Mais nous, les enfants, on ne parlait que français. On parlait plus espagnol du tout. Et c'est revenu plus tard, avec l'envie. Alors là aussi, pendant longtemps, il n'était pas question d'y retourner, hein, et on risquait de ne pas pouvoir en ressortir. Et puis, c'est peut-être à l'occasion d'un retour ou de diverses rencontres avec d'autres personnes qui parlaient espagnol où petit à petit, j'ai retrouvé ma langue. Et effectivement, en fait, moi, ce qui a souvent été le cas, c'est que donc en Argentine, j'ai l'accent français. Pendant longtemps, même en France, alors que je l'ai quand même appris assez rapidement le français, on m'a dit que j'avais un accent espagnol. Et puis, il se trouve que j'ai vécu à Paris et que quand je suis arrivée à Toulouse, on m'a dit que je parlais titi parisien. Et maintenant, quand je vais à Paris, on me dit que j'ai l'accent toulousain. Alors, de toute façon, je crois que ça se répétera toujours, d'une certaine façon. Alors, je crois que, pour revenir à Freud, ce qui est étonnant, c'est que Freud a fait la majeure partie de ses analyses en anglais. Hein, que d'autre part, adolescent, à l'âge de 16-17 ans, avec un ami intime, ils ont fondé ce qu'ils appelaient l'Académie espagnole, hein, à partir d'un texte de Cervantes sur le colloque des chiens. Et donc, c'est un hispanisant, Freud, hein, qui parlait espagnol. Et cet épisode où on a conservé 80 lettres de Freud à Silberstein, et les lettres de Silberstein sont des lettres finalement d'adolescence, où finalement le changement de langue lui a permis de se séparer de sa mère et d'aborder aussi son adolescence et ses premières relations émoi sexuelles dans les lettres. Donc on voit aussi que dans le changement de langue, il y a des données tout à fait complexes, hein. Par exemple, Sioran, hein, qui n'a écrit qu'en français, alors qu'il était roumain. Hein. Le schizo et les langues, hein, par exemple, hein, c'est-à-dire ce malade qui passait son temps à fuir sa langue maternelle et qui apprenait l'anglais, et pour apprendre le français, il évitait, pour parler par exemple le russe, il évitait du russe, il parlait le français, il apprenait le français, mais en évitant constamment la langue maternelle. Hein. Donc on voit que dans les langues, comme ça, il y a des choses tout à fait étonnantes, hein, qui passent, hein, et qui sont, me semble-t-il, réactivées pour des gens qui ont changé de langue. Et que d'autre part, les langues, je suis frappé par exemple par la rapidité dont les enfants jeunes apprennent le français. Hein, les exilés qui arrivent actuellement en France, hein, en 6 mois, les gosses parlent français, alors que les familles ont des grosses difficultés pour apprendre le français. Et alors, on peut se poser la question que est-ce qu'il s'agit d'une langue greffée, c'est-à-dire une langue qui va permettre des épanouissements, qui va permettre, je dirais, tout un enrichissement, ou est-ce que ce sont des langues clonées, c'est-à-dire des langues qui ont comme vocation uniquement la communication et qui ne peuvent être utiles, hein, pour autre chose, hein, et qui sont des langues finalement clonées et qui sont orales avant tout et pas écrites, hein.
Donc, dans le changement de langue, se passe beaucoup de choses. Oui, juste, pardon. Je reviens sur ce que vous disiez de Goldschmidt. Hein. Dans le bouquin, Quand Freud voit la langue, effectivement, c'est ce que vous dites. Ce qui montre aussi la valeur transitionnelle de la langue. C'est-à-dire que peut-être on peut se déplacer, effectivement. Alors ça, c'était ce que tu me disais souvent. C'est pas pareil quand on change de langue. Par exemple, du français, de l'espagnol au français, ou des choses comme ça. Ou quand on parle le français, uniquement le français, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, de s'adapter. J'en suis pas tout à fait sûr quand même, parce que je crois qu'il y a ces dissonances, la prosodie, etc., qui sont très particulières. Mais il y a quand même quelque chose, il y a une sorte d'objet transitionnel qui permet de se relier à l'environnement et d'avoir un échange et même du trouver créé avec l'environnement. Et puis une deuxième chose sur Goldschmidt, qui est aussi intéressante pour lui, c'est que Goldschmidt il a écrit un autre livre qui s'appelle Le passeur de rivières ou quelque chose comme ça, ou la traversée des rivières ou des fleuves, enfin ça tourne autour de ça. En fait, c'est un homme d'origine allemande, donc ses parents étaient des juifs de Hambourg, convertis au protestantisme. Et quand le nazisme arrive, il y a pas de quartier, donc tous les gens qui sont d'origine juive, même convertis depuis 2 générations, sont des juifs. Et donc les parents vont petit à petit s'exiler en Allemagne. C'était des profs d'université. De Hambourg, ils vont à la campagne. Et puis là, ils disent on va être tranquille à la campagne. Et puis un jour, à la campagne, tout d'un coup, sur la place du village, il y a le drapeau nazi qui est monté, qui est érigé. Et donc là, ils se disent qu'il faut partir. Mais les parents sont pris de court pour partir. Je crois qu'ils ont été, il me semble, j'avais lu le livre, mais je me souviens plus tout à fait précisément s'ils ont été déportés ou pas. Et ils font fuir les 2 fils qui partent, qui sont envoyés en Suisse, puis en Italie, ils font un périple et puis ils arrivent en français. Et Goldschmidt a écrit ce livre, il a fait une analyse, bien sûr, parce qu'il avait un problème. C'est un grand traducteur de Nietzsche, de Rilke, des grands auteurs allemands et de Goethe. Et Goldschmidt avait beaucoup de mal. Normalement, les grands traducteurs traduisent vers leur langue maternelle. Et lui ne peut traduire que vers le français, de l'allemand vers le français, et pas du français vers l'allemand. Donc tout son travail était de traduire vers le français. Donc l'histoire du passeur de rivière, c'est qu'il reprend son histoire d'exilé pour essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à traduire vers sa langue maternelle. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ce qui m'a traversé l'esprit, c'est le travail du rêve. Et vous savez, ce que c'est que le rêve, au fond, ce que Freud a compris, c'est que, en fait, le rêve, c'est de la pensée en mots traduite en images. Donc, selon une marche arrière, tout d'un coup, les pensées donc, qui sont en mots, quelle que soit la langue, que ce soit en libanais, enfin, donc, ou que ce soit en français, peu importe, ça revient en images. C'est ce qui donne le caractère de rébus au rêve. Voilà. Alors je me disais qu'au fond, peut-être que la langue, ça n'a pas peut-être pas fondamentalement une importance aussi grande qu'on l'imagine. Peut-être qu'on peut faire, que vous pouvez faire une analyse en français si tel était votre souhait. Voilà. Bon. Voilà. Donc. Vous avez vu, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Voilà. Alors, ça c'est la première chose. Après, je me dis quand même, dans certaines situations, moi j'ai le souvenir comme ça, le russe m'a servi quelques fois. Une fois, j'ai reçu une pianiste russe très très déprimée. Et donc elle était là, elle s'effondrait en larmes. Et tout d'un coup, j'ai dit 2 ou 3 mots de russe comme ça. Et elle a ouvert les yeux et c'était effectivement comme si elle retrouvait quelque chose de perdu. Et ça a eu un effet restaurateur. En tout cas, ça a permis tout d'un coup d'établir un échange. C'est la seule fois où le russe m'a servi dans ma vie, en attendant Poutine. Je crois aussi que, en ayant fait l'expérience de l'exil,
vous pouvez trouver des analystes qui ont fait l'expérience de l'exil, Ouais. puisque chaque exil est singulier. Ouais. Il n'y a pas un exil particulier, Ouais. je dirais. Hein. Et donc, c'est plutôt cette expérience qui est l'expérience finalement de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire l'expérience de l'étranger. Hein. Il me semble qu'au fond de nous, les exilés, on porte de façon peut-être plus importante, plus intense, cette expérience de l'étranger. Hein. Mais vous savez, finalement, c'est l'expérience de tout le monde. Hein. Et que l'exil, il y a des particularités, mais je pense qu'on est tous des exilés plus ou moins. Hein. Ne serait-ce que la langue maternelle, si vous voulez. La langue maternelle, c'est quand même la matrice corporelle de tous les souvenirs. Hein. Donc à partir de là, je dirais que quand la mère s'adresse au bébé, Babi, le bébé, il y a un mélange, il y a une partie, si vous voulez, le bébé ne comprend pas. C'est quand même une certaine violence qu'on fait au bébé qui arrive. Tous les bébés ont le même langage. Hein, et puis tout d'un coup, il tombe sur quelqu'un qui lui apporte quelque chose de particulier. Donc c'est une certaine violence, la langue maternelle. Et en même temps, on sent très bien que dans les paroles, dans les gestes de la mère, il y a aussi la mère qui est occupée ailleurs, hein, qui est préoccupée par d'autres choses que le bébé. Donc il est confronté à tout ça. Donc je crois que ma première analyse, j'avais choisi quelqu'un avec un nom étranger. Et je m'étais dit, voilà, ça doit être un étranger, donc ça me convient. Comme quoi, vous voyez, les choix, comme on peut les faire, c'était sur le nom. Hein. Mais vous savez que c'est très longtemps après, il n'y a pas si longtemps que ça, que je me suis rendu compte que cette personne, en fait, était juive, avait vécu en Irak, s'était exilée à plusieurs reprises, hein, et avait adhéré, comme mon père, au Parti communiste quand il était jeune. J'ai appris ça comme ça. Bon, c'est des coïncidences, mais pas que des coïncidences, c'est aussi des choses qui se transmettent comme ça. Donc pour les questions que vous avez posées, je crois qu'on vous a répondu à la question. Là, non ? Alors peut-être, moi, je voulais juste prendre un petit peu le contre-pied de la deuxième question que vous avez posée sur... enfin bon, il y a émigration, exil, enfin, c'est aussi des questions qui peuvent... on peut préciser un petit peu ce qu'on entend par ces termes-là, mais que c'est quand même une affaire de plusieurs générations, malgré tout. C'est pas que les parents exilés et puis que finalement les enfants vont s'adapter et que et ça rejoint la question de l'exil du sens, c'est-à-dire que pour pouvoir se raconter une histoire sur son exil, il faut avoir, quand on est enfant, par exemple, alors bien sûr s'ils naissent à l'étranger, mais même s'ils naissent dans le pays d'adoption des parents, il faut pouvoir se raconter une histoire à partir d'un début. Il faut qu'il y ait un sens à ça. Et quand parfois on est un peu, enfin on est exilé, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est-à-dire l'incompréhension d'un départ ou de l'histoire de ses propres parents, c'est parfois difficile de reconstruire sa propre histoire. Encore que je pense que quand on parlait de réélaboration de sa propre histoire, dans le fond, on en reconstruit plusieurs à chaque étape de la vie. On se raconte une autre histoire sur sa propre histoire. Donc, je ne sais pas si c'est seulement les exilés qui sont déchirés, comme vous avez dit, mais parfois les générations suivantes aussi, il leur faut faire un travail pour retrouver un peu de sens. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une empreinte, hein, et que cette empreinte, on la conserve. Cathy ? En vous écoutant ce soir sur l'exil, j'ai une petite idée que peut-être on pourrait chercher à approfondir. Il me semble que la question de l'exil que vous avez travaillé va d'abord dans un sens, on part de quelque part et on va traverser l'exil. Alors, ma question ce soir, c'est est-ce que à partir, on est arrivé quelque part ailleurs, est-ce qu'on peut réfléchir comment est-ce qu'à partir de ce nouveau endroit, comment on revient, comme Rémi l'a développé,
vers l'endroit. Comment on fait le chemin vers le retour? C'est-à-dire, comment dans nos têtes, on va réfléchir, soit dans la réalité ou soit dans le fantasme, je reviens voir dans l'autre sens, à partir de l'endroit de l'exil, vers ce que je retrouve de l'enfance. Est-ce que ça vous permet de réfléchir à ça? Les exils, il n'y a pas un exil, il y en a plein. Il y a les circonstances, enfin les raisons pour lesquelles un groupe, un couple, une famille quitte un pays parce que c'est dangereux ou pas. Enfin, ça fait pas les mêmes histoires de toute façon. Enfin, il y en a pas deux pareils. Donc, alors la peur, je sais pas, mais c'est aussi la question de la nostalgie. C'est-à-dire que même certains exilés qui ont fui un pays en guerre ou en dictature ont quand même la nostalgie du pays quitté, et avec un espoir peut-être même parfois complètement fantasmatique de revenir, et qui peut-être ils ne le feront jamais. Mais je ne sais pas si ça ne répond pas à ta question. En tout cas, le terme de retour, c'est un terme qu'on retrouve aussi beaucoup en analyse. Hein? Alors, nous, on a le retour, c'est le retour d'Ulysse. Hein, le retour d'Ulysse et les ruses d'Ulysse pour chaque fois se sortir de situations de difficulté. Mais le retour, c'est la représentation, c'est le refoulement, je crois que toute la psychanalyse est fondée sur la question de ce préfixe de retour, qui fait qu'on retrouve quelque chose qui, dans cette activité finalement analytique, est une activité traduisante. Hein, c'est-à-dire que on parle de traduction, tout à l'heure on a parlé de traduction, parce que qu'est-ce que c'est qu'une traduction? On passe son temps à traduire. Hein, donc traduire d'une langue à l'autre, mais traduire aussi au niveau de la psychanalyse. Hein. Donc je dirais que l'activité traduisante est peut-être une des sorties pour devenir psychanalyste, ou en tout cas pour faire une analyse, hein, dans la mesure où on travaille vraiment la traduction. Hein, c'est-à-dire le passage d'une langue à l'autre. Hein. Dans transmission, il y a aussi traduction. Hein, on est dans... Écoutez, je crois qu'on a passé une soirée ensemble. Hein. Merci d'avoir été là. Hein. On vous souhaite un bon week-end et peut-être à d'autres rencontres. Hein. Au revoir. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée vendredi 10 mars 2023 à la librairie Ombre Blanche. Il s'agissait de Rémi Puyello et Bernard Bensidoun pour la parution aux éditions InPress de l'ouvrage collectif Des psychanalystes racontent l'exil. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre.